Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, bonjour tout le monde, vous êtes avec Yann Ajmo sur le Francophone. C'est le temps d'un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec notre résident senior, Timur Karimov, qui vient de finir son programme de compétences avancées. Le même programme que je vous ai parlé il y a peut-être un ou deux balados qu'on a fait. Je me rappelle plus exactement la date exacte, mais on vous avait parlé d'un programme de compétences avancées et on a eu pas mal de réactions sur Twitter. C'était vraiment agréable de voir un peu les différents modèles de formation que vous faites à travers la planète francophone. Alors, Timur, bonjour. Bonjour, bien content d'être ici. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien, un petit peu fatigué, mais... Oui, à la fin de ton programme de compétences avancées, puis on vient d'avoir une très grosse journée, fait qu'on prend une petite demi-heure pour enregistrer notre podcast. Écoute, avant qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, comme tu es notre premier résident qui fait ça, je voulais savoir comment tu avais vécu ce programme de compétences-là. Est-ce qu'on a abusé de toi? Est-ce qu'on t'a fait travailler trop fort? Sans blague, est-ce que tu penses que ça a été profitable pour toi dans ta pratique? Je pense que c'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre au niveau professionnel. C'était vraiment un excellent programme en tant que tel. J'ai été exposé en masse. Je pense que j'ai fait toutes les techniques imaginables. Puis j'ai été super bien exposé. C'est sûr que les journées ont été longues, là, mais la variété de la clientèle, puis surtout dans le temps de COVID, là, c'était une expérience super formatrice. Fait que je peux pas être plus content. Bon, c'est cool. Je suis content d'entendre ça. Puis ben c'est juste bon pour les prochains résidents qui vont vouloir venir travailler avec nous autres. Fait qu'on passera pas une éternité là-dessus, naturellement. Aujourd'hui, c'était un petit peu dans le reste de sa formation. Je voulais qu'il participe avec nous sur le Francophone, sur un podcast. C'était pas obligatoire là, non plus, là, mais je voulais qu'il nous trouve un sujet qui l'avait intéressé. Naturellement, on a parlé de beaucoup de choses, là, comme vous le savez, ceux qui nous suivent sur le Francophone. Mais je pense que tu as découvert un petit peu, d'une certaine manière, un des médicaments qu'on donne pas souvent aux soins intensifs, mais qu'on donne de plus en plus souvent, l'amidodrine. En fait, dans les faits, je pense que tout le monde le sait qu'on donne l'amidodrine surtout en hypotension orthostatique, mais aux soins intensifs, on a une petite variante avec ça. Alors, je voulais savoir un petit peu comment tu l'as découvert. Je pense que c'est l'une des premières fois que tu voyais qu'on donnait ça aux soins intensifs. Fait que, ça a été quoi ton expérience, tes premières expériences avec l'amidodrine? Fait que dans le fond, comment j'ai découvert ça, c'est juste que je relisais un petit peu sur les amines avant de commencer mon stage, puis j'ai vu que midodrine, ça en faisait partie, puis j'ai jamais entendu parler de ça, puis je trouvais ça vraiment bizarre. Ce qui m'a fasciné, c'est que c'est une amine qui est par la bouche, puis on appelle souvent ça l'amine des pauvres, l'amidodrine, ou comme la lévopéros. Je pense que c'est un petit peu plus précis de décrire ça comme la phényléphrine péros. L'amidodrine, en fait, c'est un alpha-agoniste pur, fait qu'aucune activité bêta, fait que c'est pas tachycardisant, puis même ça peut ralentir le cœur. Puis dans le fond, moi, l'intérêt de ça, c'était surtout de pouvoir essayer de sevrer les amines plus rapidement et de pouvoir éviter des admissions aux soins qui pourraient s'éviter d'avoir une iatrogénisation intense, puis d'avoir des soins trop intensifs pour le calibre du patient. Est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un petit peu approuvé pour l'hypotension orthostatique, puis à partir du moment qu'on le prend ou qu'on le donne à notre patient, ça ressemble à quoi au niveau de l'absorption, l'efficacité, la demi-vie, ça va dans quel sens? Oui, fait que dans le fond, l'amidodrine, c'est donné par la bouche, fait que c'est absorbé en dedans de 1 heure. C'est une prodrogue, fait que c'est la prodrogue de la desglimidodrine. Cette prodrogue-là a une demi-vie de 3 à 4 heures. Fait que dans le fond, ça dure autour de 3-4 heures. Normalement, on le donne 3 fois par jour, l'amidodrine. Ça peut aller à des doses de 5 à 20 mg à chaque 8 heures, mais ça a déjà été décrit dans la littérature jusqu'à 40 mg que 8 heures aussi. C'est un médicament qui est excrété de façon rénale, puis qui est dialysable aussi, puis qui peut être utilisé pendant l'hémodialyse, mais qui va être clairé rapidement aussi. Alors, quand on a un patient en choc, par exemple, on veut donner de l'amidodrine, si par exemple on a un patient qui est, je sais pas moi, niveau 2 ou même niveau 3, puis on veut juste donner un petit bridge en attendant ou éviter de le rentrer aux soins, ces patients-là sont souvent insuffisants rénaux, fait qu'il faut faire un petit peu attention, il faut ajuster nos doses, là, si je comprends bien. Exactement. Alors, je suis vraiment content qu'on parle de ça parce que ça fait pas longtemps non plus que je l'utilise, puis je veux pas t'enlever toutes tes punches, là, mais moi, je sais que je l'ai comme découvert un peu en discutant
avec certains médecins de d'autres hôpitaux, même de d'autres pays. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça nous aide beaucoup, peu importe ce que les études vont dire. Là, de toute façon, tu vas nous en parler, puis en passant, toutes les études que tu vas nous parler vont être dans les notes de la balado. Peu importe ce que les études vont dire, en général, ça fonctionne bien quand on le donne. Alors, as-tu des situations où tu peux, juste pour nos éditeurs un peu, là, dans quelle situation, puis quand est-ce que tu débuterais la midodrine, là? Oui, effectivement. Fait que la midodrine, on l'avait débuté chez plusieurs patients ces dernières semaines, effectivement. Je dirais que les patients qui ont l'air d'avoir un relativement bon état général, qu'on voit à l'urgence de consultation aux soins intensifs, qui ont reçu déjà 2 litres de volume et qui ont encore les pressions qui chutent un petit peu, ça serait des bons candidats à de la midodrine pour éviter de donner trop de volume puis d'éviter de les mettre des amines intraveineux qui peuvent avoir d'autres effets secondaires. Surtout que le premier réflexe, c'est de partir de la lévofed. Fait que ça peut avoir un effet tachycardisant, ça peut faire des arythmies. Fait qu'on veut éviter ça si possible. D'autres situations dans lesquelles on peut donner la midodrine, c'est l'hypotension chez les cirrhotiques, pas nécessairement quand ils sont en choc, mais on sait bien que les cirrhotiques traînent avec des pressions qui sont un petit peu plus basses, autour de 90, c'est pas très rare qu'on voit ça. Et ces patients-là ont tendance à recevoir du volume, à enfler de plus en plus, puis à devoir être ponctionnés au niveau de la recette plus souvent. Fait que ces patients-là, ils pourraient en bénéficier aussi. Dans les soins intensifs, les patients qui sont sous hémodialyse aussi, qui chutent leur pression, ils peuvent être des bons candidats à la midodrine. Même si c'est drôle que tu dis ça. On en a un justement qu'on vient de débuter la midodrine cirrhotique et en sled là, présentement. Puis effectivement, on lui a donné pour donner une dose, on vient de donner une dose de 10 mg, mais il en prenait déjà. Hein? C'est un peu ses doses de base. Là. On les a juste réplétées. Je te laisse continuer. Dans mon expérience, j'ai fait quelques journées à l'Institut de cardiologie aussi, puis là-bas, ils donnaient ça, la midodrine, en post-opératoire aussi. C'est une catégorie de patients de soins aussi, là, puis la théorie derrière ça, c'est qu'après une opération, ils sont très inflammatoires, on a joué beaucoup dans leur tissu, puis ils ont une vasoplégie, une vasodilatation à cause de cette inflammation-là. Puis ça peut bien répondre à la midodrine aussi pour éviter de donner trop de volume, puis de faire de l'œdème au niveau de leurs organes, là. Donc, dans le fond, pour ces patients en post-opératoire, le but, ça serait de traiter la cause de vasodilatation, de constricter leur vaisseau au lieu de donner du volume pour qu'ils ne tombent pas en anasarque. Puis, dans le fond, l'autre chose aussi, c'est que les patients qui quittent les soins intensifs, qui ont des pressions un petit peu limites aussi, là, qu'on va les perdre de vue un petit peu, puis on va les transférer à un autre médecin. Ces patients-là, ça peut être des bons candidats à la midodrine pendant quelques jours pour éviter qu'ils crashent leur pression, qu'ils ne soient pas surveillés, là, puis qu'on les attrape à temps. Moi, j'ajouterais un petit peu dans les indications, quand est-ce qu'on le débuterait. La midodrine, c'est, par exemple, j'ai un patient, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, un niveau 2 ou un niveau 3. On ne veut pas être trop agressif. On décide de traiter le sepsis avec des antibiotiques. On ne veut pas le rentrer aux soins. C'est un peu pour ça qu'on l'appelle la mine des pauvres dans certains pays. C'est que coûte trop cher de rentrer les patients aux soins intensifs. Donc, ce qui n'est pas notre cas, nous, au Canada, là, naturellement. Mais genre de patient qu'on ne veut pas amener aux soins intensifs pour toute l'hiatrogénicité que tu parlais tout à l'heure. On l'envoie à l'étage, on lui donne ses antibiotiques, on donne un midodrine pour quelques jours. Puis on espère que ça va faire un bridge. Puis si le bridge fonctionne, tant mieux. Sinon, c'est un soin de confort, mais c'est comme une médication de la dernière chance un peu. Alors moi, je l'utilise quand même assez souvent là-dessus. Ça donne le sentiment aux familles qu'on fait quelque chose, puis effectivement, on fait quelque chose qu'on ne laisse pas tomber. Parce que des fois, on a des patients, comme vous le savez, extrêmement morbides, mais là, ils ont juste une infection, puis cette infection-là est possiblement réversible, alors que de l'amener aux soins, mettre une voie centrale, mettre des amines, c'est peut-être un peu trop agressif. Des fois, ça soulage un peu les patients, ça soulage les familles, puis ça a des effets bénéfiques. Ça ne marche pas toujours, mais au moins, c'est une arme de plus dans notre arsenal. Alors, Timur, les meilleurs patients, comment on fait pour identifier ceux qui vont probablement le mieux répondre à la midodrine? Oui, donc dans le fond, la plupart des cas, c'est des patients qui sont un petit peu sceptiques. Là, puis la chute de pression chez ces patients sceptiques-là, c'est soit un trouble de contractilité cardiaque, soit une hypovolémie, soit une vasodilatation, puis on veut traiter la bonne chose. Fait que la midodrine, ça va surtout traiter la vasodilatation. Fait qu'à l'examen physique, la base, on peut voir s'il y a des signes de déshydratation, un pli cutané. L'autre chose qui est très intéressante, c'est les extrémités. Juste de toucher les patients, voir est-ce que c'est un choc froid, un choc chaud. La base. S'ils sont chauds, probablement qu'ils vont avoir besoin d'être clampés un petit peu avec un vasoconstricteur. Au niveau des laboratoires, un patient qui est hypernatrémique, très très fort, probablement qu'il
il va être un petit peu déshydraté, fait que peut-être le remplir avant de commencer à clamper ses vaisseaux. La créatine, évidemment, ça peut varier avec une hypervolémie, là, ça peut être augmenté aussi, là, fait que c'est pas nécessairement la chose la plus fiable. Puis au niveau de l'échographie, un Vexus, ça peut donner une très bonne idée là, de c'est quoi l'état volémique. Évaluer la contractilité cardiaque, on peut même calculer le débit cardiaque. Puis quelqu'un qui serait vasodilaté, normalement, il y aurait un débit cardiaque un petit peu augmenté au début comparé à quelqu'un qui serait hypovolémique. Et c'est surtout ça, fait qu'une évaluation échographique, laboratoire, examen physique, la base. Bref, en fait, on en fait la même type d'évaluation que lorsqu'on décide de débuter des amines, au fond, parce que tu le considères comme une amine pairose, donc tu vas évaluer ton patient de la même manière, mais tu vas faire un choix conscient de dire peut-être qu'on devrait essayer ça ou aller directement aux amines intraveineux. L'amidodrine, est-ce que ça comporte des risques? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut être aux aguets lorsqu'on le débute ou qu'on évite de le débuter pour une raison en particulier? Oui. Un des risques qui est quand même moins inquiétant, c'est l'hypertension, là. C'est sûr que les patients qui ont besoin de midodrine, c'est pas vraiment une grosse inquiétude de ce côté-là. Sinon, le risque principal, c'est une bradycardie. Puis ça, on peut le voir jusqu'à 15% des patients là, qui développent une bradycardie en bas de 50 battements par minute. Un peu comme la phényléphrine, là, vu que c'est un alpha pur. Sinon, pour la minadrine, moi personnellement, je l'éviterais dans certaines situations, vu que c'est un alpha agoniste. Comme la phényléphrine, ça peut faire une vasoconstriction des vaisseaux pulmonaires aussi. Fait qu'en embolie pulmonaire, en HTAP, c'est peut-être pas le meilleur choix. J'irais peut-être avec la vasopressine à la place pour clamper en périphérie puis vasodilater en pulmonaire. Effectivement. Sinon, les personnes qui ont des grosses catastrophes au niveau gastro-intestinal, comme un post-opératoire, un gros ileus, une résection assez extensive, il y a une absorption péros qui est assez limitée. On ne veut pas que ça soit absorbé tout d'un coup ou que ça ne fonctionne pas. Fait que j'éviterais ça dans ce contexte-là aussi. Puis il y a des études qui ont montré aussi là, que les personnes qui ont de la midodrine au congé de l'hôpital, qui quittent l'hôpital avec la midodrine, il y a un risque de mortalité qui est élevé avec ça. Fait que pourquoi c'est débattable, mais il y a un risque qu'ils partent de l'hôpital avec des bêta-bloqueurs, avec des antihypertenseurs et de la midodrine. Fait qu'à faire attention au niveau pharmacologique, au niveau de la prescription. Ouais. Pratique. Je pense qu'il y a certains de nos patients cirrhotiques, par exemple, qu'on les laisse partir avec ça pour essayer d'améliorer un peu leur perfusion, mais effectivement, si on le fait dans un contexte de bridge, ben, c'est tout aussi bien, comme à peu près beaucoup de médicaments de soins intensifs, que tout soit bien réévalué au congé des soins intensifs et par le médecin hospitaliste de l'étage, naturellement. Et ou également de prescrire le midodrine sur une période courte, là, comme par exemple, on peut y aller avec un 5 TID pour 48 heures, comme ça on le réévalue à chaque fois. On peut même faire un genre de protocole avec... vous pouvez faire quand même un protocole avec vos pharmaciens pour dire qu'à toutes les fois qu'on met de la midodrine, pour justement pas qu'il y ait d'oubli, ben, d'y aller avec des durées de 48 à 72 heures. Je pense que ça, c'est assez important de le voir. Puis moi, ce que j'ajouterais aussi, c'est souvent ce qu'on fait, comme justement on a prescrit il y a quelques minutes, on met la midodrine 10 TID, ce qu'on a fait tout à l'heure, puis on dit, ben, pas donner si la systolique est en haut de 120, par exemple. Lui, c'est un cirrhotique qui est habitué d'avoir des pressions à 80, mais souvent, moi, je vais mettre ne pas donner si en haut de 140. Comme ça, on est sûr qu'on est correct, parce que malheureusement, on peut pas le titrer, mais on peut quand même éviter de le donner quand les pressions se mettent à monter ou que le sepsis passe au travers. Je veux pas qu'on rentre trop dans les détails parce que c'était quand même un sujet qui est assez straight to the point, là, hein, la midodrine, mais je voudrais savoir, puis comme je l'ai dit, on va mettre les études dans les notes de la balado, mais tu peux-tu me faire un petit peu un résumé, puisque ce que tu as retenu là, de tes lectures par rapport à la littérature et à l'evidence base là, de la midodrine? Oui, fait en gros, je pense que les études sont très, très hétérogènes, puis il n'y a pas de bonne étude qui sélectionne les bons patients nécessairement de ce côté-là. C'est surtout des études de cohorte. La grosse étude qui vient en tête, c'est l'étude MIDAS. Fait que dans le fond, ça évaluait si jamais il y avait un bénéfice au niveau de la durée des amines puis au congé des soins intensifs. Mais il y avait juste 124 participants dans chaque groupe. Et effectivement, la durée, c'était très, très courte, peu importe la groupe. Fait que c'était non significatif. Il y avait quelques méta-analyses qui ont été faites sur toutes ces études de cohorte-là, mais il n'y a rien qui est sorti très significatif, très concluant de ce côté-là. Une chose qui est très intéressante dans la littérature, c'est les études de la clinique Mayo où eux, ils ont vu qu'ils ont eu une tendance à l'augmentation de la prescription de la midodrine au courant des 5 dernières années de façon assez importante, qu'ils ont commencé à l'utiliser. Fait qu'ils ont documenté les effets secondaires, ils ont documenté la mortalité et tout ça. Fait que c'est une étude observationnelle. Ils ont vu qu'effectivement, ça diminue la durée des amines. Ils ont vu que ça accélère le congé des soins intensifs. Puis ils ont même montré qu'il y a moins de mortalité intra-hospitalière des personnes qui quittent les soins intensifs avec la midodrine.
Par contre, ces personnes-là qui quittent l'hôpital avec l'amiodarine, il y a plus de mortalité, peut-être parce que c'est des personnes qui sont déjà plus à risque, puis peut-être parce qu'ils ont des pathologies un petit peu plus graves aussi, mais ils ont montré qu'il y a moins de personnes qui décèdent dans l'hôpital avec l'amiodarine que sans quand ils quittent les soins intensifs. En fait, ce que tu viens de décrire là par rapport à l'étude de la clinique Mayo, ben, c'est à peu près ce qu'on voit dans notre pratique. Hein? On l'utilise quand même assez souvent. Là. Je dirais que peut-être une fois ou deux par semaine de garde, je prescris de l'amiodarine. Puis ça fit complètement avec ce que tu viens d'expliquer. Moi, je pense que c'est une molécule. Naturellement, bon, les études qu'on vient de vous parler, c'est pas des gros N, hein, c'est pas très significatif, mais quand même si le N n'est pas significatif, de par l'expérience qu'on a, je le suggère et j'encourage tout le monde à faire. Faites votre propre expérience avec l'amiodarine. Je pense que pour moi, c'est assez clair que ça a sa place, mais il faut savoir donner la place. Est-ce que toi qui vas commencer à pratiquer bientôt, tu penses que tu vas l'ajouter à ton arsenal puis tu vas l'expliquer à tes résidents ou tu vas oublier ça puis tu vas te fier sur MyDistudy? Moi, je suis pas mal sûr que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent que j'avais tendance avant. Je vais faire de l'hospitalisation aussi, puis je pense que ça peut être un outil très, très intéressant pour les médecins hospitalistes, surtout quand les options sont limitées. On peut pas donner des amines sur les étages, puis c'est pas tout le monde qui veut descendre aux soins intensifs non plus, ou qu'on veut descendre aux soins intensifs pour pas les traumatiser ou pas les techniquer trop. Donc, je trouve que ça peut être une option très, très intéressante pour éviter de donner du volume aux patients, puis essayer de les traiter quand les options sont plus limitées. C'est une très bonne idée pour les hospitalistes pour débuter de la thérapeutique. Par contre, ce que j'ajouterais, c'est faut pas débuter ça comme ça. Il faut quand même faire une évaluation volimique avant, surtout lorsqu'on est en condition de sepsis. Je suis un ardent défenseur de l'échographie et je vais le faire même à l'étage aussi. Et c'est pour les hospitalistes qui nous écoutent aussi. Pas débuter de l'amiodarine. Si votre patient est déshydraté, vous risquez d'y nuire au même principe que si on veut vasoconstricter un patient qui est sec, c'est pas très bon, ou même encore pire, un patient qui a saigné. Donc, on évite de donner de l'amiodarine dans ces conditions-là. Alors, écoute, c'était très rapide, très short and sweet. Timur, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'évaluer ça et de nous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci pour l'invitation. Alors, pour tous ceux qui ont été intéressés par ça, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur Twitter. On est sur toutes les plateformes habituelles, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.